Bonjour à tous. Eh bien, on est ravis de cette matinale que nous attendions avec impatience depuis très longtemps. Voilà, puisque nous avons des invités de choix, n'est-ce pas, que je vais présenter et qui vont se présenter également. L'idée de cette matinale, donc de ce matin, c'est d'évoquer via donc des interviews, les bonnes pratiques, des règles qui s'appliquent, enfin de ce qui se fait en CSE par rapport notamment aux activités sociales, au regard des recommandations de l'URSSAF. Alors pourquoi cette matinale? Déjà parce qu'on se rend compte que, eh bien, malgré disons, les fluctuations du gouvernement, il y a quand même des règles, des choses qui passent, et notamment l'année dernière, cette règle sur l'absence de discrimination, effectivement, au regard de l'ancienneté qui est passée, donc effectivement qui a été interprétée différemment par certains, parce qu'on se rend compte aussi que dans les CSE, tout le monde n'a pas les mêmes pratiques. Les anciens ont des pratiques plus originales, on va dire, et tiennent pas forcément compte des recommandations de l'URSSAF. Et puis même, parmi les prestataires qui travaillent pour les CSE, on entend des choses parfois étonnantes. Donc on voulait résumer toutes ces choses-là et puis avoir donc le point de vue de l'URSSAF par rapport à ça. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, et je vais les laisser évidemment se présenter, mais Pierre Gallet, qui est donc le directeur du contrôle de Paris-Île-de-France. On a le plaisir d'accueillir Isabelle Soula, qui est responsable du département pilotage, direction du contrôle URSSAF également, et Fabienne Leclerc, qui est inspecteur du recouvrement. Je vais les laisser évidemment se présenter. Je rappelle juste les règles de démarrage. On est ensemble pour 1h30. Donc, on va les interroger sur plusieurs points. Les questions seront traitées comme on le fait d'habitude à partir de 10h15, sur un quart d'heure. Donc, vous pouvez évidemment les mettre dans le chat, mais on n'interrompra pas la présentation. On les traitera en fin de matinale. Et si nous n'avons pas eu le temps de vous répondre, on vous répondra ultérieurement, mais on vous répondra. Voilà. Alors, effectivement, on ne s'est pas présenté, Claudine. Donc, je suis Élodie Semama Benarous, je suis expert comptable là. Et Claudine Vergnol, expert comptable, commissaire aux comptes. Et je pense que certains d'entre vous savent que je travaille aussi sur les CSE, c'est mon marché exclusif. Voilà, c'est le nôtre, c'est le nôtre aussi. Je vous laisse la parole. Isabelle, Pierre, Fabienne, je ne sais pas lequel démarre de chez vous pour vous présenter. Je vais commencer. Bien, bonjour à tous. Merci mesdames pour cette introduction. Dans l'URSSAF, je peux dire qu'on est quand même ravis de vous retrouver pour cet exercice qui est finalement la première opportunité qu'a eu l'URSSAF de pouvoir organiser un webinaire spécifiquement sur le contrôle comptable d'assiette et à destination des experts comptables. C'est un webinaire qui s'inscrit dans le prolongement en fait d'une intervention de notre part à l'université d'été des experts comptables qui avait lieu en septembre et qui avait permis déjà de répondre à un certain nombre de questions, et l'engagement avait été pris à cette occasion et par ailleurs dans le cadre des relations qu'on a avec l'ordre, de pouvoir finalement démultiplier ce type d'exercice et avoir la possibilité d'organiser des rendez-vous en ligne sous format webinaire. Ça pourrait également être un format en présentiel et à envisager pourquoi pas pour la suite, pour essayer de s'arrêter sur une thématique précise et de répondre aux questions qui se posent sur des sujets plus précis et plus techniques. Alors en l'occurrence, c'est la thématique des CSE qui a été retenue, compte tenu, comme ça a été dit en introduction, des questions soulevées notamment par les nouvelles réglementations à la matière, et puis parce que de manière générale, et ça je le vois à travers l'ensemble des contrôles qui sont organisés, que c'est une question qui revient régulièrement avec notamment du fait
de l'évolution de la nature des prestations et plus particulièrement la créativité aussi des supports, des vecteurs d'activités qui sont mis à disposition par les CSE. Voilà, donc c'est un exercice en tout cas qui est nouveau pour nous d'intervenir sur une thématique précise. Donc j'espère que ça répondra à vos attentes, c'est déjà le plus important. Et puis évidemment, on sera tout à fait disposé à pouvoir réorganiser ce type d'exercice sur d'autres thématiques. Je ne doute pas qu'il y en ait à travers vos questions. Je laisse la parole tout de suite à Isabelle et Fabienne pour rentrer plus en détail sur le thème et puis présenter les réponses aux questions sur des cas concrets. Là, je vous remercie. Merci. Bonjour. Donc, je suis Isabelle Soulard, responsable du département pilotage, et je suis accompagnée aujourd'hui de Fabienne, inspectrice du recouvrement, voilà, pour vous parler des CSE. Donc, alors tout d'abord, avant de rentrer dans les questions qui ont été préparées, juste quelques grandes lignes sur finalement le budget des CSE, qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce qu'on a en documentation à disposition. Donc, la première chose importante pour les CSE, mais vous le savez en tant qu'expert comptable, c'est les budgets. Un budget de fonctionnement et un budget d'œuvre sociale. Donc, ce sont deux budgets distincts et cela a vraiment son importance. Et ce matin, on va aborder toute la partie budget social, puisque c'est souvent sur les types de questions des prestations qui peuvent être distribuées sur ce budget social qui posent question avec les évolutions technologiques qui permettent aujourd'hui d'avoir des cartes cadeaux, des choses comme ça. Donc, voilà, on va parler de toutes ces évolutions aussi qui permettent des nouvelles formes de distribution de ce budget social. Alors, un tout petit rappel sur la documentation qui est à votre disposition. Vous avez l'URSSAF qui met à jour chaque année un guide du CSE que vous retrouverez sur le site de l'URSSAF et sur la plupart des sites Internet. Donc, qui reprend toutes les grandes lignes de ces prestations possiblement distribuables sur ce budget activité sociale. Mais aussi, et maintenant, vous êtes des habitués du BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui reprend la réglementation, les rescrits et les positions nationales, les positions gouvernementales sur comment doivent être appliqués et interprétés les textes du Code de la sécurité sociale. Enfin, on n'oublie pas deux choses importantes que fait l'URSSAF et toutes les URSSAF, quelle que soit, pas seulement l'URSSAF Île-de-France, les URSSAF aussi en province, c'est la procédure de rescrit. Le rescrit social, voilà, c'est une manière de sécuriser votre pratique. C'est une façon d'être sûr que ce que vous allez mettre en place répondra aux critères qui permettent l'exonération de charges sociales ou qui répond aux éléments vous permettant de savoir si ça doit être soumis à charge ou pas soumis à charge. Et la visite conseil, les inspecteurs font régulièrement dans les entreprises des visites conseil auprès des CSE. Voilà, c'est un public souvent qui a besoin d'être informé, qui n'est pas forcément au fait de notions législatives de par leur fonction à la base, parce que ce sont des élus, des gens qui ont un autre métier de base que celui de connaître la législation sociale et fiscale. Et donc, voilà, la visite conseil peut trouver tout son sens vis-à-vis des élus qui sont soit élus récemment, soit au moment de la mise en place des CSE. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter aussi vous-même en tant que prestataire à conseiller ce genre de visite. Alors, ce qu'on va voir ce matin, finalement, c'est les grands thèmes qu'on retrouve dans le budget social, tout ce qui va être trait au bon d'achat, aux vacances, aux activités de type spectacle, sport, choses comme ça.
Et puis, ce qui s'est développé ces dernières années, c'est le soutien familial avec ce qu'on va retrouver, les services à la personne, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre des études, la formation, le logement, les choses comme ça. Voilà, donc à travers les questions qui ont été préparées, qui nous ont été remontées, voilà, on va essayer de détailler ça. Et puis, comme l'a dit Claudine, voilà, on reprendra par la suite les questions ultérieurement pour celles qu'on n'aura pas eu le temps de répondre. Alors, pour démarrer, Fabienne, peut-être finalement la dernière évolution dont vient de parler Elodie, c'est ce critère d'ancienneté qu'on a découvert dans une cour de cassation et qui oblige tous les CSE aujourd'hui à se mettre en conformité. Donc, voilà, comment un CSE peut déterminer des règles pour se dire comment je sais si le salarié y a droit, pas droit, est-ce qu'il y a le droit le premier jour, comment on applique finalement cette nouvelle règle sans qu'un inspecteur puisse nous dire et remettre en cause ce qui a été distribué par le CSE. Oui, merci Isabelle. Alors, c'est vrai que c'est une nouvelle position qui est issue de la jurisprudence. Désormais, les critères d'ancienneté qui étaient toléré, qui était de 6 mois, n'est plus applicable. Il faut absolument qu'il n'y ait plus de discrimination pour aucun des salariés lors de la distribution, par exemple, de bons. Alors, évidemment, c'est très difficile à gérer pour les CSE de savoir exactement à l'instant T qu'ils ont. Ce qu'on peut recommander, c'est de donner des règles qui sont assez précises, de dire que pour un événement précis, au moment de la survenance de cet événement, la personne étant à l'effectif, elle a le droit à cette prestation, ou au moment, par exemple, de la commande des chèques vacances ou de la commande des bons cadeaux qui seraient distribués à tous, le salarié est présent à l'effectif, donc on lui attribue un bon. Ou alors, et ça c'est vraiment au CSE de déterminer dans leur politique, est-ce qu'on attribue le bon à la personne qui est présente au moment de sa distribution? Donc ça, en fait, ce qu'il faut, c'est tracer pour pouvoir dire, si demain j'ai un contrôle, à l'inspecteur, voilà, moi, mon bon cadeau fête des mères, je l'ai commandé le 1er mai, puisque la fête des mères, c'est fin mai. Le 1er mai, j'ai pris l'ensemble des mamans à l'effectif qui sont salariés de mon entreprise et j'ai distribué à la totalité de ces moments. Donc, en fait, c'est une notion de caractère collectif. On va voir que finalement, toutes les prestations du CSE, on va toujours s'attacher au caractère collectif et on va toujours s'attacher aux critères finalement qui sont publics et qui ne changent pas, qui sont déterminés par le CSE et qui sont objectifs. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on retienne. C'est au moment où le CSE, dans son conseil d'administration, il va déterminer de distribuer la distribution d'un bon cadeau, la distribution d'un chèque culture ou de quelque chose, il met lui-même les critères qui sont publics, objectifs et qui ne sont pas des critères qui vont être amenés à exclure des personnes. C'est bien ça finalement ce qu'il faut qu'on retienne. C'est exactement ce qu'il faut retenir. Ok, merci beaucoup. Juste une petite question complémentaire. Vous dites qu'on peut utiliser le critère de présent lors de la commande, mais si lors de la distribution, la personne n'est pas là, est-ce qu'on prévoit qu'en cas d'absence le jour de la distribution ou à la période de distribution, on peut ne pas lui donner, on ne va pas lui courir après, quoi? Alors non, vous ne pouvez pas vous prévoir… Ah, dans ce sens-là, malheureusement, c'est vrai que c'est très difficile à gérer. Surtout quand vous avez des turnovers importants ou des petits contrats. En effet, c'est compliqué à gérer. Après, la personne, au moment de la commande, était à l'effectif, vous l'avez commandé pour elle, elle l'a pas retiré, elle connaissait le fait qu'elle pouvait y avoir le droit. Elle a toujours la possibilité de venir le rechercher une fois qu'elle a quitté l'effectif. On a des CSE qui peuvent l'envoyer au domicile de la personne.
On peut aussi Voilà. faire un envoi postal d'une carte cadeau ou souvent ils ont le mail, enfin voilà, essayer de contacter et le donner à cette personne-là. En fait, l'inspecteur, ce qu'il va regarder dans le cadre de ses contrôles, finalement, c'est est-ce qu'il y a eu des critères objectifs et non discriminatoires qui sont d'ordre public, c'est-à-dire opposables à tous les salariés, qu'il n'y a pas des salariés qui ont eu quelque chose de différent, et ensuite que ces critères aient bien été appliqués. Et du coup, Fabienne, dans le cadre des contrôles, qu'est-ce que tu demandes, toi, au CSE en termes de justificatif? Parce que finalement, c'est aussi ça. Le contrôle URSSAF, c'est quel document tu vas demander pour vérifier ces éléments? Ce que je vais demander, c'est pour chaque prestation servie, quels sont les salariés qui ont eu droit à cette prestation, et je vais comparer, m'assurer par un sondage que par rapport à l'effectif présent à la société, donc ce que j'ai en DSN à ce moment-là, l'ensemble des salariés a pu bénéficier de la prestation. Et ce dont je vais m'assurer, c'est aussi que le bon est donné aux personnes qui sont bien attributaires. Mais ça, on va sûrement y revenir quand on va parler des bons cadeaux, c'est-à-dire de la nécessité sur les prestations vous savez, qui sont listées et qui sont bien précises. Par exemple, un bon cadeau pour la Saint-Nicolas, ça ne peut pas être une jeune fille de 23 ans qui le perçoit, dans la mesure où la Saint-Nicolas, c'est uniquement l'année des 30 ans d'un jeune homme qui ne serait pas marié, par exemple. Je donne exprès le bon le plus rigolo. Hein. On peut le transposer aux Catherinettes aussi, aux jeunes filles de 25 ans non mariées qui peuvent encore être. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de CSE qui distribuent encore ce bon-là, mais je sais que souvent, c'est cet redressement. En fait, je vous fais sourire, mais c'est un redressement qu'on opère parce que par méconnaissance ou parfois, c'est attribué le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, alors que ce n'est pas du tout l'objet de ce bon-là. Et c'est vrai que c'est un qui fait beaucoup rire, celui-là. Oui, il fait beaucoup rire. Et puis surtout, comme la Sainte-Catherine. Comme la Sainte-Catherine, il n'est plus très en adéquation avec notre vie d'aujourd'hui, les années 2020, clairement. Il n'a pas évolué. Il y a des secteurs techniques qui y sont très attachés, c'est surtout dans le monde de la culture. Mais nous-mêmes, à l'URSSAF, on fête encore les Catherinettes. Donc, à la Sécu, les Catherinettes sont fêtées. Mais du coup, comment ils prouvent ça? Tu demandes une feuille d'émargement, Alors, je demande la liste des bénéficiaires, enfin des commandes, lors de la commande, et je vérifie que le stock, en fait, ne figure pas encore, que le stock de cartes cadeaux ne reste pas en comptabilité du CSE, qu'ils ont bien été distribués. Donc, soit vous êtes en mesure de nous transmettre une feuille d'émargement, soit vous êtes passé par une distribution sur un support dématérialisé, et auquel cas, je vois le crédit arriver sur le compte des salariés gratifiés. Donc, ça permet de parler de l'importance du stock, puisque finalement, quand un CSE commande plein de bons d'achat pour son année, en prévision, s'il fait des bons cadeaux naissance, des bons cadeaux mariage, en prévision des événements qui vont survenir dans l'année, il faut qu'il tienne un état de son stock et il faut qu'il puisse justifier finalement de tout ce qui a été commandé au début d'année, à qui a été distribué, pourquoi, pour quel événement, et combien il reste à la fin de l'année de bons cadeaux disponibles pour l'année prochaine. Parfait. Alors, on va rappeler une vraie généralité et puis on va rentrer un petit peu dans le détail. Est-ce que vous pourriez nous rappeler comment déterminer la notion d'une ASC, d'une activité sociale et culturelle, et effectivement, par rapport au bon d'achat, les critères impératifs qu'il faut que les CSE respectent. Alors, j'ouvre ma question, mais vous voyez venir, je le sais. Au-delà du point de vue général et des critères impératifs, on voit effectivement par rapport au bon d'achat certaines choses qui se développent, et puis certains CSE qui ont des pratiques aussi à verser des bons d'achat pour l'anniversaire du salarié, par exemple, ou qui proposent des cadeaux avec des valeurs différentes, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent avoir un bon d'achat et l'autre un cadeau physique. Voilà. Donc, comment par rapport à ces pratiques-là, quelle est votre position? Quelle est votre position?
Alors, votre question, il y a plusieurs choses. Alors, sur ce qui est une activité sociale et culturelle, c'est le cœur même de ce que fait le CSE, c'est-à-dire permettre aux salariés d'une entreprise de pouvoir se sentir Bien-être au travail. une sorte de bien-être, en tout cas, de se sentir appartenir et d'avoir un plus. Alors, sur le social, on met dedans les vacances, le sport, etc. Et sur le culturel, bah, c'est assez borné. C'est les spectacles et les centres de loisirs, les parcs d'attractions, et tout ce qui est support de quelque chose de culturel, donc c'est-à-dire un livre, un CD, un vinyle, un DVD et les places de cinéma. Donc, c'est vraiment ce qui rentre dans, j'ai envie de vous dire, le spectre du ministère de la Culture. De la même, le musée. Pour ce qui est des loisirs, alors on met les loisirs, c'est vraiment, en fait, l'idée, c'est que le CSE va permettre aux salariés d'aller passer un bon moment. Si vous voulez, il ne va pas s'enrichir de quelque chose qui va rentrer dans un meuble, quelque chose qu'il mettrait chez lui, mais c'est vraiment de lui permettre de passer un moment agréable. Donc, dedans, on a bien entendu le théâtre, on a les parcs d'attractions, on a aussi, c'est vrai, toute la partie, parce que c'est vrai que ça reprend les loisirs, vous savez, le scrapbooking, la couture, Créatif. merci, je ne trouvais plus le mot, les loisirs créatifs, tout ça, la photographie, ça fait partie aussi de ce que le CSE peut subventionner, exactement. Donc et les voyages. C'est assez large finalement, ces loisirs créatifs, parce que ça va aussi jusqu'au bricolage. Ça va jusqu'au bricolage. Finalement, c'est un loisir. Ça fait partie des éléments. Donc le loisir, c'est pas que le parc d'attractions ou c'est vraiment toute activité finalement qui n'est pas du travail et qu'on va considérer comme une activité de loisir. Puisque ça va être fait sur du temps personnel et c'est pas forcément collectif à tous. Donc, ça correspond à des activités personnelles. Donc, du coup, voilà, c'est assez large comme notion. Il y a la notion de culture, il y a la notion de bricolage, de ce que tu disais, atelier créatif, de choses comme ça. Mais du coup, Élodie demandait entre bon d'achat et cadeau physique. Oui. Là, je pense qu'on va revenir finalement à nos critères de base qui sont la discrimination et le critère objectif, c'est comment on va déterminer s'ils choisissent un bon d'achat ou un cadeau physique, comment on va déterminer que ça répond aux conditions qui permettent l'exonération de charges. Alors, il y a la législation est extrêmement précise. Sur le bon d'achat, c'est à partir du moment où le bon d'achat ou le cadeau en nature que vous attribuez aux salariés est inférieur à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, donc en ce moment c'est 196 €, aucune vérification, c'est-à-dire que vous pouvez attribuer à tout le monde sans le rattacher à quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est 196 €, on estime que le CSE offre un cadeau à ses salariés de ce montant-là, et dans ces cas-là, l'inspecteur va juste vérifier que tout le monde y a eu le droit, oui. Vérifier autre chose. Si le CSE va au-delà de ces 196 €, tant en bon nature qu'en bon cadeau, dans ces cas-là, il faut le rattacher à un des événements dont on parlait tout à l'heure, qui sont c'est une liste exhaustive pour le coup. On ne peut pas sortir de ce cadre-là. Et donc, c'est la naissance ou l'adoption, le mariage ou le PACS, le départ à la retraite, la fête des mères, la fête des pères, les Sainte Catherine et Nicolas dont on a parlé tout à l'heure, le Noël des salariés, le Noël des enfants et la rentrée scolaire. Et uniquement ces cas-là. Donc, comme vous avez remarqué, il en manque un qui nous arrive à tous. Non, les anniversaires des salariés ne font pas partie du bon cadeau. À moins que, bien entendu, on dise finalement, on donne que pour les anniversaires, mais vous ne donnez que 196 €, auquel cas, il n'y a pas de vérification. Mais si vous allez au-delà,
en nature ou via une carte cadeau, un bon, etc., eh bien, il faut que vous le rattachiez à un événement. Et comme je faisais la blague tout à l'heure sur les Catherinettes et les Nicolas, vous ne pouvez pas attribuer un bon d'achat fête des pères à un salarié qui n'aurait pas d'enfant. Et on le voit, c'est vrai. On voit souvent sur ces bons d'achat, finalement, moi, quand mon CSE me donne un bon d'achat, c'est marqué Noël, c'est marqué. Exactement. Est-ce que le bon d'achat de 196 sans événement, est-ce qu'on a quand même des critères d'exclusion? Je m'explique sur, on dit toujours les bons d'achat, il faut qu'ils soient hors alimentaire, hors essence. Oui, alors ça, c'est sur les 196 €, c'est quand on décide de mettre le cadeau en nature dans une carte cadeau. La carte cadeau ou le bon, elle doit permettre de répondre en fait à l'événement qu'on fête. C'est-à-dire que sur le bon cadeau que vous auriez, il y aura marqué Noël des enfants, et dans ces cas-là, la carte, elle est clôturée, entre guillemets, à tous les rayons qui concernent cet événement-là. Dans les faits, les plateformes aujourd'hui sont capables de fournir des cartes cadeaux sur lesquelles vous avez des exclusions qui sont sûres et certaines. Votre bon ne peut pas être utilisable pour des denrées alimentaires quotidiennes ni pour du carburant. C'est-à-dire que si les plateformes vous proposent de donner une carte sur laquelle vous mettez pour chaque événement le montant que vous décidez d'allouer à salarié, et que en fait cette carte-là va permettre aux salariés de convertir les montants qu'il a en bons d'achat global sur une enseigne sans que ce soit bien déterminé sur quel rayon, dans ces cas-là, c'est grand danger parce que le bon n'est plus alors déterminé pour l'événement qu'il vient fêter. Mais si je n'ai pas d'événement, tu disais, on peut donner 196 € par an sans événement. Est-ce qu'il faut quand même faire attention à ce côté hors alimentaire, hors carburant? Sur ce bon-là, on a moins de. On considère que ces 196 € on ne va pas investiguer au-delà que de caractère collectif de distribution de ce bon cadeau. Donc, soit j'ai qu'un bon d'achat de 196 € et c'est tout, mes salariés n'ont rien d'autre, soit j'ai plusieurs bons et forcément je rattache à un événement et mon bon doit spécifier en inscription noir sur blanc sur le bon que finalement c'est dans les rayons en relation avec le dit événement. Très bien. Alors, sur cette question, il y avait… Merci beaucoup. Oui, ça a répondu, mais il y avait une petite précision à la fin de cette question qui était sur quand les salariés peuvent choisir un cadeau qui peut ne pas avoir exactement la même valeur. Je prends l'exemple du Noël enfant. Si les salariés peuvent choisir un jouet, par exemple, dans un catalogue, eh bien, il y en a un qui peut coûter, j'ai n'importe quoi, 48,99 €, un qui peut coûter 52,25 €, un qui peut coûter encore un petit peu plus, encore une fois en restant évidemment inférieur à la limite des 196. Est-ce que par rapport à ça, il peut y avoir on peut dire que c'est discriminatoire s'il y en a un qui a un cadeau à 35 qu'il a choisi et un qui a un cadeau à 125 qu'il a choisi aussi? Alors, ça, j'ai envie de dire, c'est les règles de gouvernance du CSE. Si, lors d'un contrôle, par exemple, moi, souvent, ce que je demande, c'est la plaquette CSE. Parce que vous déterminez, sur chaque CSE, ce que vous décidez d'attribuer. Et donc, à partir du moment où les règles sont claires en disant, pour le Noël, vous avez la possibilité d'acheter un cadeau que le CSE vous remboursera dans la limite de temps, quelque part, c'est le parent qui fait son choix dans ces cas-là, d'acheter un cadeau soit au maximum, soit juste en dessous. Mais si vous voulez, les règles doivent être claires et précises pour chacun. En fait, ce auquel je m'attache en cours de contrôle, c'est de m'assurer que les règles du jeu, entre guillemets, étaient connues par tous. Mais si c'est le CSE qui achète les cadeaux, on est d'accord que comme ils ont le choix, ce n'est pas discriminatoire, non, puisque c'est le salarié qui a choisi le cadeau. Exactement. Si le CSE donne un catalogue avec des cadeaux différents et des valeurs différentes, si c'est le salarié qui, dans ce catalogue, choisit tel et tel cadeau, dans ces cas-là, les règles ne sont pas biaisées. Chacun a eu la possibilité d'avoir le même Finalement, on revient à la notion de discrimination. Si demain, un CSE décide de mettre à disposition, je dis n'importe quoi, des salariés cadres, des cadeaux de 150 € et des salariés non cadres, des cadeaux
de 100 €, bah là, finalement, on va avoir un critère discriminatoire et c'est ça qui va poser souci. Par contre, si tous les salariés peuvent choisir entre un cadeau à 100 € et un cadeau à 150, on n'aura pas de critère discriminatoire puisque c'est le salarié qui a fait lui-même le choix de son cadeau. Et de la même façon, je pousse même un peu plus loin. Si dans le catalogue, par exemple, celui pour les jouets à destination des enfants de moins de 3 ans, les valeurs sont un peu moindres. Mais par contre, les cadeaux à destination, on va dire, des ados, dont c'est le dernier Noël, parce que vous savez, c'est jusqu'à 16 ans seulement. Finalement, le dernier Noël, le CSE leur permet d'avoir un cadeau un peu plus important. À partir du moment où tous les enfants, quand ils vont atteindre leur dernier Noël CSE, peuvent avoir ce cadeau-là, il n'y a pas de discrimination, le critère est objectif. Oui, puisque finalement, c'est tous les ans la même chose. Sauf qu'on a un problème avec l'évolution de nos sociétés, c'est qu'on a des familles décomposées, recomposées. Aujourd'hui, les CSE nous demandent souvent, en fait, quels enfants je prends en charge? Moi, j'ai des beaux enfants, j'ai des enfants. Enfin, est-ce que mon CSE peut verser à mes beaux enfants? Est-ce qu'il peut verser à… Voilà. Et en fait, on a des problèmes là-dessus. Qu'est-ce qu'un inspecteur va regarder finalement sur la notion de personne à charge? Il y a des salariés qui ne souhaitent pas donner leur avis d'imposition. Bien sûr. Ça fait partie des choses, l'avis d'imposition, il y a le salaire du conjoint, il y a ces choses-là. Le CSE, lui-même, il y a quand même la notion de confidentialité. Et du coup, on rencontre des difficultés. Il y a des personnes qui ont des enfants à l'étranger. Voilà. Comment on détermine, est-ce qu'on est encore sur ce que tu disais tout à l'heure, la gouvernance du CSE à ce sujet-là, ou est-ce qu'il y a des règles établies par la législation? Voilà, c'est quoi le critère sur cet enfant-là? Il est à charge, il n'est pas à charge, et face aux évolutions familiales, on va dire. Alors, il n'y a pas de notion de enfant, entre guillemets, à charge dans nos textes. C'est des enfants des salariés. Alors, il y a plusieurs… Ça, je pense qu'il y a une partie de gouvernance de la part du CSE sur jusqu'où ils vont. Est-ce qu'ils ne prennent que les enfants qui sont sur le livret de famille du salarié, c'est-à-dire les enfants que le salarié notamment a déclaré à son employeur? Est-ce que quand ils se remarient, ils prennent aussi? Ça, c'est de la gouvernance du CSE. Il y a un document assez facile pour les familles recomposées, notamment, je pense qu'en fait, comme les cadeaux, c'est jusqu'à 16 ans pour les enfants, entre guillemets, en fait, il y a un document de la part de la CAF sur lequel il n'y a pas forcément de notion de revenu qu'on peut obtenir, qui va déterminer les personnes que vous avez déclarées dans votre foyer CAF. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas forcément remarié, vous déclarez auprès de la CAF que vous vivez maritalement, vous déclarez l'ensemble des enfants du foyer finalement que vous constituez auprès de la CAF. Ça, c'est par exemple un document que pourrait demander le CSE sans forcément qu'il y ait des problèmes. Mais si je n'ai pas de CAF, si je n'ai pas d'allocation familiale, il y a des gens qui n'ont pas d'allocation familiale, c'est le livret de famille. L'idéal, c'est le livret de famille. Le livret de famille, tout à fait. Après, pour ce qui est des familles recomposées, etc., c'est le livret de famille de chacun. Parce qu'en plus, ce n'est pas parce que le salarié, on ne peut pas dire par exemple, on ne prend que la fiche d'impôt, parce que ce n'est pas parce que le salarié n'a pas l'enfant fiscalement à charge que ce n'est pas son enfant et que son enfant n'aurait pas le droit à ce cadeau-là. Moi, j'avoue qu'en contrôle, si le CSE me dit, en fait, là, on a attribué 4 enfants parce qu'en fait, cette personne-là vit avec quelqu'un qui a aussi 2 enfants, le tout, c'est de dire, en fait… Tous les salariés dans la même situation, exactement. Finalement, que quand le CSE il met ses critères, il dit, voilà, tous les salariés qui ont des beaux enfants, les beaux enfants sont considérés comme des personnes à charge dans notre entreprise et le CSE subventionne aussi les beaux enfants. On revient toujours à la règle de départ, c'est des critères objectifs valables pour tous.
Une petite question complémentaire pour bien être sûr d'avoir compris. Est-ce qu'il est possible, vous m'aviez déjà répondu, mais j'aimerais que vous la formuliez, à l'occasion de la rentrée scolaire, il y a un bon de 196 € qui est distribué et à tout le monde, mais à tous ceux qui sont susceptibles d'avoir moins de 16 ans. Mais est-ce que le CSE peut y ajouter un chèque culture, sachant qu'il n'y a pas de plafond vraiment sur les chèques culture? Le chèque culture, on ne l'a pas encore évoqué. C'est encore. Alors, pour répondre à votre question précise, en effet, si le critère est objectif de dire en plus du bon cadeau de rentrée scolaire, alors qui lui est valable pour les enfants jusqu'à leurs 26 ans, à partir du moment où ils suivent une scolarité, peu importe l'établissement dans lequel ils la suivent d'ailleurs. Ils peuvent très bien être au lycée, en université, en établissement privé ou public, en lycée professionnel, en centre d'apprentissage, c'est vraiment l'aide scolarité. En France, à l'étranger? En France, à l'étranger. Il n'y a pas de notion. C'est la notion de scolarité. C'est la notion de scolarité. Un certificat de scolarité, exactement. Un justificatif. Mon enfant suit des études Erasmus à l'étranger. Il correspond aux critères, il a moins de 26 ans. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de notion de territorialité sur les prestations du CSE. Et après, est-ce que je peux, si tous les enfants qui sont scolarisés ont en plus du bon d'achat, un bon culture de fait de cette scolarité, le critère objectif, c'est que tous les enfants aient ce bon culture. Finalement, le bon culture, lui, il n'a pas besoin d'événements. Non. On peut le donner à n'importe quel moment. Exactement. Donc, si le CSE décide en septembre de faire la distribution d'un bon culture, ce que l'inspecteur regarde finalement, c'est le critère de distribution de ce bon culture. Si le critère, c'est chaque enfant à charge de moins de 26 ans, il n'y a pas de souci, c'est un critère objectif, le critère est objectif et il n'y a pas de difficulté. Puisque là, on n'est pas du tout dans le bon d'achat, on n'est pas lié à un événement, on n'est pas lié à un montant, on n'est pas lié à quoi que ce soit. Donc, c'est dans la gouvernance du CSE, quand il va décider de distribuer un chèque culture, qu'est-ce qu'il va mettre, lui, en critère et est-ce qu'il va lui-même respecter ces critères? Parce qu'il faut faire attention, on dit toujours, il faut pas qu'il y ait de critères discriminatoires, mais il faut surtout, et on le voit aussi souvent en contrôle, c'est pas seulement la mise en place de la règle, qu'elle soit claire, nette, objective, c'est aussi dans son application. Et on a parfois des décalages entre on a mis un critère et on applique différemment. Et c'est ça parfois qui gêne les inspecteurs et qui peut donner lieu à des régularisations. Donc attention à avoir toujours finalement des critères objectifs, une notion de c'est collectif pour tout le monde, etc., mais aussi à bien l'appliquer dans ces éléments-là. Exactement. C'est-à-dire que s'il borne, là dans votre exemple, vous dites, il l'ajoute au bon de scolarité. Si le chèque culture, il y a marqué qu'il y a une subvention de chèque culture, je ne sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, de 50 € pour les enfants scolarisés de moins de 26 ans, si vous voulez, c'est en lui-même un critère objectif. Ça n'exclut pas les autres. Ça veut dire qu'en fait, ce bon culture. Et donc, si le CSE distribue un autre bon culture, en fait, ça va être pour un autre cas, tout simplement. Est-ce qu'on peut, dirons-nous, se prévaloir du critère? Comment vous définiriez mieux? Parce que dans les textes tels que c'est dans le guide qui a été édité, on trouve une notion de charge effective et permanente. Alors, c'est cette notion de permanente qui me fait penser aux familles qui ont une garde alternée. Le fisc prend la garde alternée en compte dans les coefficients. Mais par exemple, quelqu'un qui verse une pension à son conjoint pour l'enfant parce qu'il en a la garde. Alors, cette notion de pension qui figure dans les états fiscaux, est-ce qu'on considère que c'est une charge? J'ai déjà eu une réponse, mais je voudrais que vous la formuliez devant nos amis. En fait, ce sont les enfants du salarié. C'est de la même façon, c'est comme on vous dit, c'est de la gouvernance du CSE. Si l'enfant est sur son livret de famille,
la charge permanente, elle est… La pension alimentaire, c'est une charge. La pension alimentaire, c'est une charge. Donc, dans le… Le CSE ne peut pas dire, dans mon critère, je donne un beau cadeau à un enfant à partir du moment uniquement s'il vit avec, finalement. Donc, ce serait assez discriminatoire pour ceux qui n'ont pas la garde de leurs enfants. Parfait. Bon. On reste un petit peu sur la scolarité. Au-delà de la scolarité, on a tout ce qui est activité extrascolaire. On avait aussi des questions là-dessus. Parce que les gens se posent des questions sur quand on subventionne des séjours scolaires, des classes vertes, des sorties scouts, voilà, tout ce qui peut tourner autour de la scolarité. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour les séjours et classes vertes, par exemple? Alors, les séjours et classes vertes, le camp scout, etc., c'est la même interprétation que pour de la colonie. Vous pouvez le subventionner. Bien entendu, à charge bien évidemment de garder le justificatif de dépenses effectives du salarié pour financer la classe verte ou le séjour scout. Donc ça, c'est comme le remboursement de facture. En fait, ce que tu vas regarder en contrôle, c'est j'ai une somme qui est sortie, qui a été donnée à un salarié. Exactement. Est-ce qu'en face, il correspond à quelle facture et pourquoi? Exactement. Est-ce que la facture a réellement été supportée par le salarié et est-ce que l'événement porté sur la facture correspond bien à un des critères sociaux du CSE? Et finalement, est-ce que dans la plaquette du CSE et dans la présentation des prestations du CSE, je retrouve ce séjour et que tout le monde est au courant et qu'il est collectif? Exactement. Et que tout salarié qui envoie son enfant en classe verte bénéficie de la même aide, et que ce n'est pas quelque chose qui a été fait pour quelqu'un, uniquement pour quelqu'un. Donc, on revient toujours sur cette notion de collectivité, parce qu'il faut que ce soit inscrit dans la plaquette du CSE. Parce que sinon, on va se dire, tiens, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui a eu une colonie pour son enfant, et puis tous les autres enfants des salariés, ils n'ont rien eu du tout. Donc, c'est aussi pour ça, et Fabienne l'a bien dit, on demande les plaquettes du CSE quand on fait un contrôle, parce que c'est là où on va voir toutes les prestations. Et c'est ça qu'on va retrouver dans la comptabilité. Et effectivement, toute somme qui ne va pas répondre à ces critères-là, qui sera autre chose dans la comptabilité, va nous interroger et va nous susciter forcément des demandes de justificatifs, des demandes de précision, si on est sur autre chose que ce qu'on retrouve dans les plaquettes. Est-ce que ça répond à peu près ces notions de scolarité, ou est-ce qu'il y a d'autres précisions sur l'aide scolaire? On n'en a pas parlé, le soutien scolaire. Alors, il y a deux, parce qu'il y a des nouveautés sur le soutien scolaire. Alors, tout ce qui est soutien scolaire, préparation au concours, etc., on est sur le service d'aide à la personne. Vous avez la possibilité de le financer en cumulant avec les aides possibles employeurs. On est sur du service à la personne, le CESU préfinancé, entre guillemets. D'accord? Donc là, c'est deux. Vous savez, les limites sont de 2 840 € par an, par salarié, sur des charges supportées, réellement parlé. Donc là, c'est pareil, c'est sur facture. Attention, il y a certaines plateformes qui proposent des sortes de profs en ligne avec un chat. Et donc là, ce sont des IA qui répondent aux élèves, etc. Et ça, par contre, on n'est pas sur… comme on est en ligne et que le cours n'est pas individuel pour le salarié, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Soit on est sur un cours en ligne disponible pour tout le monde, sans interaction, et dans ces cas-là, on peut être par exemple sur un cours de langue, choses comme ça. Là, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes en ligne sur un chat ou autre, là, on n'est plus vraiment dans le critère du loisir, on est sur l'aide à la personne. Donc, en fait, c'est assez ténu. Il faut bien distinguer, est-ce qu'on est dans un environnement petit cours, et dans ces cas-là, on est dans la case aide à la personne, ou est-ce qu'on est tout simplement sur un support, entre guillemets, culturel mis à la disposition
sur la plateforme d'un cours en ligne, mais sans interaction particulière avec le salarié, auquel cas, ça fait partie des loisirs, hein, apprendre une langue. Voilà, donc faites bien attention dans les offres qui sont proposées par vos différents prestataires de qu'est-ce qu'il y a derrière l'offre et est-ce qu'elle rentre finalement dans une offre globale pour tout le monde ou est-ce qu'on rentre dans le service à la personne, auquel cas il y a des limites. Ok. On a pris un petit peu de retard, alors on va essayer d'aller de la rattraper. Alors, on va quitter la scolarité. Je vous propose d'aborder le sujet vacances. Alors, le sujet vacances, c'est un sujet qui est souvent, on pense aux chèques vacances. Les chèques vacances, voilà, c'est assez simple. C'est une plateforme qui va distribuer les chèques vacances à partir de critères définis par l'employeur. Il peut y avoir des modulations et souvent, ces modulations tiennent compte de la composition familiale, des revenus de chacun, etc. Donc là, il n'y a pas de difficulté sur les chèques vacances. Est-ce qu'on a besoin de justificatifs? Est-ce qu'en contrôle, tu demandes des justificatifs? Alors, sur le chèque vacances, qui est vraiment là où vous avez tout le champ des possibles pour vous, puisque c'est au CSE de déterminer comment il les attribue et à quel montant. Sur les chèques vacances, ce qu'on va demander, c'est au moment de la commande, quels sont les salariés qui étaient présents et combien et quels sont sur les critères. Si j'ai mis des critères à mes chèques vacances, est-ce que mes critères sont objectifs. Ça, on reste sur les mêmes principes. Attention, si vous êtes dans une... non, là, on est que dans le cadre des CSE, donc mon attention ne fait pas de... Oui, pour les employeurs qui n'ont pas de CSE. Les employeurs qui n'ont pas de CSE peuvent aussi donner des chèques vacances, mais attention, là, le législateur a prévu des garde-fous, entre guillemets, de montant et il y a de la CSG qui oui. Voilà. Donc, ma petite est parfaite. Mais pour les CSE, vraiment, le chèque vacances, c'est vraiment l'outil le plus efficace pour vous. Après, pour financer les vacances, vous pouvez aussi décider, mais là, c'est de la même façon, c'est au CSE de fixer dans ses règles sa gouvernance, qu'est-ce qu'il fait. Vous pouvez aussi décider de prendre une partie de la facture, de la location du mobil-home ou de l'appartement sur des vacances, la prise en charge du billet d'avion, de la location. En fait, voilà. Là où vous devez vraiment être vigilant, c'est vraiment sur la rédaction de toutes ces aides que vous pouvez, de toutes ces sommes que vous pouvez prendre en charge. Il faut vraiment qu'on puisse déterminer que finalement, ça ne profite pas qu'à une petite poignée de salariés, mais ça profite bien à l'ensemble et que chacun est bien au fait de ces possibilités-là. Mais du coup, si quelqu'un décide, moi j'ai envie d'aller faire une thalasso, toi, tu as envie d'aller faire un trek en Islande ou du ski. Est-ce que ça pose des difficultés? Ça ne pose pas de difficulté à partir du moment où la propension de remboursement est identique, en fait. Le critère d'objectif, il va se retrouver là. De la même façon, si un achat de box, par exemple, pour un séjour, ça fonctionne aussi. Le remboursement de la box est tout à fait possible puisqu'on est dans la partie voyage. À partir du moment où tous les salariés ont la même chose, toujours, la même box. Toujours. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions un petit peu sur les vacances? Les questions sur les vacances, vous y avez répondu par le fait que c'est au CSE de bien définir les critères de remboursement, surtout parce que les ANCV, ça ne pose aucun problème. Et ça, on le fait régulièrement, d'attirer l'attention sur la validité des factures qui nous sont présentées et le fait que ça soit au nom du salarié avec un montant qui concerne le salarié et pas quelqu'un de la famille. Est-ce qu'on est d'accord sur cet aspect-là quand vous contrôlez? Après, ça peut être son conjoint, si le conjoint est des… Oui, salarié, conjoin, mais que ce soit identifiable. Et quand on rembourse les billets de train ou d'avion,
c'est bien un départ Paris, enfin, je dirais, du lieu lié au lieu de travail et pas l'importation d'un trajet inverse. C'est-à-dire qu'on ferait venir une personne de sa famille pour se voir. C'est une chose qu'on rencontre de temps en temps. Mais ça, ça ne concerne pas le salarié directement. Il faut que le voyageur soit dans le foyer. Il faut que ce soit. Oui, tout à fait. C'est vraiment le CSE. Oui, voilà. Et petite précision, aujourd'hui maintenant, on a quand même beaucoup d'outils en ligne qui nous facilitent la vie, y compris des traducteurs, parce que ça arrive, si je pars à l'étranger, j'ai une facture qui provient de l'étranger, donc c'est parfois difficile pour les employés du CSE ou les personnes qui s'occupent de cela au CSE de se dire, moi j'ai une facture mais j'y comprends rien, donc voilà. Aujourd'hui, on a cette chance-là, c'est que finalement, on a des traducteurs en ligne, on peut scanner des documents et puis il y a des outils qui traduisent tout ça et qui nous permettent de s'assurer que voilà, on est bien sur une prestation qui répond aux critères mis en place par le CSE et qui peut être pris en charge au même titre que pour les autres salariés. Ok. Asso, on va passer à la question sur les plateformes, puisque ça, c'est des choses qui intéressent aussi, et on a vu dans le chat certains de nos confrères, avec les plateformes qui proposent des solutions clés en main. Certains expliquent qu'ils bénéficient d'un agrément de l'URSSAF. Donc, effectivement, on voulait votre position par rapport à ça. Les pratiques, après, sont différentes d'une plateforme à une autre. Certaines vont proposer des cartes prépayées, d'autres qui vont proposer des codes de réduction. Donc, au-delà de l'agrément ou pas que vous consentez, voilà, votre position par rapport à ces systèmes de cartes prépayées. Alors déjà, petite introduction très importante, l'URSSAF ne délivre aucun agrément. Donc, aucune des plateformes. Ce qui peut être mis sur les sites, voire les sites qui reprennent le logo de l'URSSAF, ils n'ont pas du tout d'autorisation et l'URSSAF ne délivre jamais à quiconque aucun agrément, ça n'existe pas. Donc, voilà. Ça, c'est important que les confrères l'entendent. Première chose, et c'est très important. Ne vous faites pas berner par ce genre de C'est comme si demain, un expert comptable mettait sur son site « Je suis agréé par l'URSSAF ». Ça ne veut rien dire. Et ensuite, on n'a jamais agréé aucune plateforme. De plus, on serait bien embêté d'agréer des plateformes parce qu'elle peut évoluer. Exactement. Donc, un agrément voudrait peut-être pour un instant T, mais en tous les cas, ce n'est pas une pratique de l'URSSAF et ça n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment très important parce que souvent, voilà, elles mettent en avant ce côté-là, elles reprennent notre logo, avec d'autres logos d'ailleurs, sans autorisation, et elles expliquent que voilà, tout est bien et répond aux critères. Donc, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est pas toujours le cas. Donc, on n'agrée pas du tout ces sociétés et il n'y a pas de voilà. Ça devrait même être l'inverse et on fait vraiment de la prévention auprès des CSE là-dessus. C'est quelqu'un qui vous dit je suis agréé par l'URSSAF, attention, clignote en rouge, il y a un souci parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc surtout, ça veut dire en plus du coup derrière qu'elle va utiliser la plateforme de cet agrément-là pour faire des choses qui sont à risque derrière. Donc, à risque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'être qualifié en salaire sur les prestations qui sont versées à ces plateformes. Puisque, forcément, derrière, ce qui va être distribué aux salariés par le biais de ces plateformes ne répondra pas à tous les critères qu'on a détaillés ce matin et que vous retrouvez sur le BOSS, que vous retrouvez sur le guide du CSE, etc. Et donc, du coup, pourquoi il y a des risques ? Alors, il y a des risques. Le premier risque, et j'ai envie de vous dire, dans le contrat que vous allez conclure avec ces plateformes, qui sont très utiles, j'en conviens pour beaucoup de CSE, ça vous permet d'avoir votre administratif, votre compta dedans, etc. Ce que vous devez absolument exiger,
c'est de pouvoir à n'importe quel moment demander le détail exhaustif de chaque versement qui a pu être fait, je pense notamment sur les cartes prépayées. Vous savez, en fait, vous attribuez une carte et vous allez pouvoir la recharger en fonction de l'événement, si vous voulez. Le porteur de la carte reste votre salarié et puis vous allez charger dessus, un peu comme vous faites avec la carte ticket restaurant, vous allez charger dessus les différentes prestations. Il faut que vous soyez en mesure, lors d'un contrôle, d'obtenir de la part du prestataire l'ensemble des différents chargements avec les dates et les montants pour que l'inspecteur puisse corréler les versements par rapport aux fameux événements dont on a parlé tout à l'heure. Donc finalement, c'est la législation du bon d'achat qui s'applique, qui va s'appliquer. Et du coup, je vais revenir à mon critère d'un événement. Et ce que tu précisais tout à l'heure, il faut que le bon d'achat soit sur les rayons en relation avec l'événement. Exactement. Et c'est ce que ne garantissent pas certaines plateformes. Notamment dans le fait elles font presque de la pub en disant « vous inquiétez pas, vous leur versez le montant maximal et puis si vous n'arrivez pas, parce que ces cartes-là, ils sont obligés, si vous voulez, de répondre un peu comme le ticket restaurant où ça s'arrête à 25 € et c'est que sur certains rayons, ils disent « vous inquiétez pas, vous revenez sur notre plateforme ». Et la somme, on peut vous la convertir en bon d'achat global pour l'ensemble des rayons. Eh bien ça, nous, on le reprend quand la plateforme propose ce genre d'arrangement. Parce que là, on va être sur de l'alimentaire, sur du carburant, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui sont déjà les deux critères les plus importants. Ou alors sur le chèque culture qui va se retrouver à acheter une trottinette au lieu d'acheter un vinyle, par exemple. Oui, d'accord. Donc, attention vraiment aux cartes qui se rechargent sans que le CSE ne voit rien. Finalement, tout se passe sur la plateforme. Et puis derrière, il y a un détournement des règles. Il y a une transformation de bons d'achat spécifiques pour un Noël des enfants avec rayon enfant en enseigne avec de l'alimentaire et tout ce qu'on peut acheter dans l'enseigne en question. Exactement. Donc, c'est ça la difficulté et c'est là le risque parce que du coup, la totalité de ce qui est affecté dans les versements de la plateforme à ces comptes, à ces cartes prépayées, fera l'objet d'un redressement puisqu'on ne sera pas en capacité de déterminer ce qui va répondre aux critères du bon d'achat et ce qui ne va pas répondre aux critères du bon d'achat. Exactement. En fait, il faut qu'on puisse flécher, il faut qu'on puisse être en mesure de flécher que la somme a été utilisée conformément à l'objet sur lequel elle devait être, si vous voulez. Parallèlement, sur ces plateformes, on a des propositions de réduction tarifaire. Donc là, ce n'est pas une subvention du CSE, c'est une plateforme qui va proposer d'avoir 5% de réduction si vous appartenez à telle entreprise ou si vous êtes adhérent à cette plateforme-là. Là, il n'y a pas de subvention du CSE. Donc, ça ne pose pas de difficulté auprès de l'URSSAF puisque n'importe quel CSE peut toujours négocier des tarifs dans son entourage. C'est du commercial. Et la réduction tarifaire, à partir du moment où il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de somme versée par le CSE, il n'y a pas de compensation auprès du commerçant versée par le CSE, finalement, c'est la négociation commerciale entre un CSE et un commerçant, qu'elle passe par une plateforme ou pas. Donc, ça ne pose pas de difficulté pour l'URSSAF et pour les inspecteurs URSSAF. Est-ce que ça répond un peu à ce qu'on trouve un peu sur ces plateformes? Alors, souvent, ce qu'il se produit, c'est qu'ils annoncent les 5%, mais il y a eu des redressements parce qu'on ne pouvait pas justifier les lignes que ça touchait dans le détail du prestataire. Et surtout, si j'ai bien compris, il faut être très attentif sur le fait que ce soit clairement indiqué par le CSE qu'il ne subventionne pas là, et ça reviendrait sur est-ce que vous considérez que ça reviendrait sur un aspect strictement commercial ou plutôt Alors, là, vous parlez du fait qu'on pourrait envisager que certaines remises tarifaires soient en fait subventionnées. Si le montant alloué à la plateforme dans ces contrats, ils ne sont pas capables de dire qu'en fait,
le montant de contrat entre le CSE et la plateforme, il vient financer l'administratif, la comptabilité, etc., et que finalement, il ne vient pas subventionner des remises tarifaires, là, c'est danger, mais j'ai envie de vous dire, exigez de la part de vos prestataires des contrats clairs et pas du fourre-tout dans lequel, sur vos lignes de fonctionnement, ils viennent prendre des choses, c'est logique, mais tout ne doit pas non plus être pris. Et surtout, de ne pas vous retrouver avec des contrats sur lesquels, en fait, il y a un flou, où l'inspecteur se dise, finalement, c'est pas de l'utilisation de la plateforme, c'est de la subvention. D'accord. On passe à la question suivante, parce que là, sur les plateformes, je crois qu'on pourrait s'attarder. On pourrait parler des heures. Des heures. Des heures, et il y a quelqu'un qui nous demande, et c'est revenu à plusieurs reprises, en introduction, vous avez dit que vous alliez parler des ASC, mais est-ce que de temps en temps, vous n'allez pas aller quand même jeter un œil sur ce qui se passe sur le budget d'AEP, où on trouve par exemple des goodies ou des choses de ce genre? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il y a les goodies, il y a les plateformes, parce qu'effectivement, qu'ils fassent une partie dessus. Et puis, il y a effectivement, et c'est aussi venu dans le chat, les 1% des ANCV. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui passent qui passent sur le fonctionnement? Est-ce que par rapport à ça, vous avez une position? Les frais de gestion de la NCV qui passent sur le fonctionnement, c'est normal. Les frais de gestion. Et pour les, parfait. Tant mieux. Et pour les plateformes, vous regardez de temps en temps. Alors pour les plateformes, en fonction du montant, quand le montant paraît normal, il n'y a pas de. En fait, on demande les contrats. Quand le montant nous semble étrange. Mais on regarde, en fait, on regarde l'intégralité du budget du CSE. Oui, normalement, on regarde les deux. Enfin, on regarde la comptabilité globale. Donc, on ne se cantonne pas au budget social. D'accord. Alors après, pour tout ce qui est activités annexes, voilà, on a des propositions maintenant, des choses qui peuvent être faites directement sur les sites des entreprises. Je pense, il y a eu un moment la mode des corbeilles de fruits, des conciergeries, des cours, des massages, des choses comme ça. Donc, pour tout ce qui est organisé dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des critères? Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut, quels sont les points d'attention à avoir pour ce type de prestations offertes par le CSE? Alors, quand l'événement va se dérouler, par exemple, à l'heure du déjeuner et est disponible pour tout le monde, par exemple, vous pouvez venir pratiquer un cours de yoga à l'heure du déjeuner, etc. Il n'y a aucun problème puisque le cours va être proposé à l'intégralité des salariés. Ce n'est pas un souci. De même que, en fait, 3 fois par mois, il y a un masseur qui vient, vous pouvez vous inscrire, il y a un roulement, etc. Tout ça, quand c'est proposé à l'ensemble des salariés et sur le site, de la même façon pour la corbeille de fruits, il n'y a pas de sujet, et la conciergerie aussi. Là où il faut se méfier, c'est le coach sportif qui va être pris en disant, mais en fait, il est venu, il vient faire le cours au bureau, et puis vous apercevez que sur la facture du coach, ce n'est pas du tout l'adresse du bureau, c'est l'adresse d'un particulier. Là, ça ne fonctionne pas. On est du coup dans la subvention sportive qui, du coup, doit être la même pour tout le monde. D'accord. J'en profite pour le coach, on s'assure qu'il est déclaré. Oui. Oui, parce que sinon, ce sera un petit peu de prévention, voilà, on s'assure que le coach est déclaré, éventuellement on lui demande une attestation de compte à jour URSSAF. Voilà, petit bémol sur nos coachs, parce que ça fait partie aussi des choses qu'on voit très souvent. C'est finalement ce côté, on a des CSE qui vont employer des personnes qui ne seront pas déclarées. Donc, quand c'est des clowns à Noël, des choses comme ça, soit on passe par des agences d'intérim qui sont spécialisées sur le sujet, soit on passe par le BUSO, soit c'est des indépendants, ils vous prouvent qu'ils sont indépendants. Donc, aussi, un petit peu attention à ces prestations. Ce n'est pas parce qu'on est un CSE, on est un employeur. Et voilà, ça fait partie des choses, quand j'étais inspectrice, que j'ai fréquemment redressées parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas déclarés. Donc,
Ça reste un employeur redevable de s'assurer que les personnes qu'il emploie sont en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et sociale. Alors, sur les activités, on a vu donc les massages, les cours, les choses comme ça. On nous pose la question, parce que c'est la nouvelle tendance No Kids. Maintenant, on a des clubs, on a des voyages, bientôt des avions. On ne veut plus d'enfants. Donc, est-ce qu'un CSE peut réserver des activités exclusivement à des adultes, à dire, voilà, parce que souvent, en fait, le côté, à la base, le CSE, c'était le côté social, et c'est vrai qu'on aidait les familles. Et d'ailleurs, si on prend la plupart des CSE, ils aident beaucoup les familles au travers des Noël enfants, au travers des colonies, des choses comme ça. Mais on a aussi, dans les entreprises, des gens qui n'ont pas d'enfants. Et du coup, est-ce qu'il y a une segmentation qui est possible et qui est compatible avec notre principe d'égalité, qui ne poserait pas de problème à notre futur inspecteur ou qui ne poserait pas de problème aux autres salariés aussi, hein, parce qu'on voit parfois des salariés qui attaquent leur CSE parce qu'il y avait des critères discriminatoires. Tout à fait, c'est comme ça, c'est-à-dire que la jurisprudence a changé. Exactement. Alors, en fait, il n'y a pas si l'activité est organisée par le CSE peut décider de la proposer, par exemple, sans enfant. Mais il ne peut pas exclure un père de famille, s'il vient à cette activité sans son enfant, il répond aux critères. Et le CSE ne peut pas organiser un week-end que d'ultra célibataires. Ce n'est pas possible. Mais par contre, il peut organiser un week-end adulte. D'accord. Donc, en fait, on n'exclut pas des gens au motif qu'ils ont des enfants. Par contre, on crée une activité qui n'est pas adaptée aux enfants, par exemple. Et du coup, forcément, on demande à ce que les gens ne viennent pas avec leurs enfants. Tout à fait. Donc là, ce n'est pas une exclusion. Non. Puisque finalement, chaque salarié de l'URSSAF peut venir et peut participer à l'activité. Tout à fait. Est-ce que ça répond un petit peu à vos questions sur ce côté nouvelle tendance voilà, on crée des espaces exclusivement adultes pour certains clubs, pour certaines activités. Après, si vous souhaitez vraiment axer plutôt sur que ce soit plus les célibataires sans enfants, après, vous pouvez être un peu malin, et si vous faites des choses hors période scolaire, ça profitera peut-être plus à ceux qui n'ont pas de parents qu'à ceux qui ont des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants. Oui. Voilà. Ça se voit dans les CSE, il n'y a pas de discrimination. À partir du moment où vous pourriez vous inscrire, c'est juste que vos enfants, que vous ayez ou non des enfants, c'est juste que cette activité-là n'est pas à destination des enfants, il n'y a pas de problème. Oui, ce qu'on ne peut pas faire, c'est un bon spécial célibataire sans enfant, par exemple. Ce genre de choses. Voilà. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas encore. Alors, ceci dit, spécial célibataire sans enfant, ils peuvent, à leurs 25 et 30 ans pour les Catherinettes et les Nicolas. Mais c'est qu'une fois. Voilà. Il y a des Nicolettes. Si je comprends bien, c'est dans la façon de rédiger l'annonce de la mise en œuvre de cette prestation qu'il faut être très prudent et s'assurer de ne pas employer le terme sans enfant si on met une activité, mais il faut que ce soit l'activité qui empêche l'enfant de venir par elle-même. Non, vous pouvez très bien dire réservé aux adultes. Réservé aux adultes, mais on ne peut pas exclure les gens. Et vous ne pouvez pas dire réservé aux célibataires. Réservé aux gens sans enfants. Réservé, d'accord. Écoutez, c'est bien précis ça. Alors du coup, comme j'ai posé une question sur les ANCV, les frais annexes, les frais de livraison, etc., on nous demande si ça rentrerait dans le budget des AEP. Je crois que ça demande une question. Oui, il faudrait, ça ne vous concerne pas. C'est plutôt nous qui devons réfléchir entre confrères. C'est plutôt à vous de se poser la question en fonction des textes et des pratiques. Bien, on en est à la question 9, si j'ai bien compris. Sur le sport, il me semble. Oui, sur le sport. Alors, pour le sport, vous pouvez subventionner, mais en fait, c'est la même. On est toujours sur la même règle. Il faut que la subvention soit
soit identique pour tous les chacun. salariés. Et qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre les abonnements aux salles, éventuellement les réservations de cours collectifs, les réservations de cours de tennis, par exemple, etc. La seule chose, c'est que la facture produite par le salarié doit être une activité sportive pour lui-même. Ouais, mais du coup, l'abonnement dans les salles, tu payes tous les mois. Donc, en fait, tu fais comment? Enfin, inspecteur, tu vas demander quoi? L'attestation d'inscription? Non, non. Alors, souvent, le CSE, en fait, comme la règle, c'est de rembourser une dépense effective, eh bien, le salarié va payer plusieurs 6 mois. ouais. Et au bout de plusieurs mois d'inscription dans sa salle, il peut fournir une facture qui va concerner plusieurs mois. Ou alors, il fournit une facture par mois et se fait rembourser par petits bouts. D'accord. Donc, on ne peut pas dire « je me suis inscrit à la salle de sport, hop, ton abonnement, c'est 20 € par mois, ça fait 240 à l'année, hop, je te subventionne 50%. » Non, comme ça, sur la base d'une inscription. Non. Il faut une facture acquittée par le salarié. Exactement. C'est ça ton justificatif? C'est ça mon justificatif en contrôle. Donc ça, c'est la partie salle de sport. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie sport, peut-être? Non, enfin, dans les salles de sport, la question, elle est annexe aux salles de sport. Dans les salles de sport, il y a des séances de massage, etc. On n'est pas sûr que ce soit des indépendants. J'étais restée sur peut-être une notion qui a évolué, c'était qu'on ne pouvait rembourser que la partie sportive de la facture, et d'autre part, qu'il fallait que les massages ne pouvaient pas être délivrés comme par une personne qui serait reconnue comme médicalement. Le remboursement. Non, en fait, non, les massages de récupération sportive, c'est OK aussi. Hein. Il y a un rescrit là-dessus. Ah, ça serait bien. On va aller revoir le boss s'il est dessus. Il y a un rescrit sur les massages à récupération sportive. Il n'y a pas de… Vous savez, notamment les bottes là, que vous pouvez enfiler pour récupérer plus vite, les massages hydro, voilà, tout ça, alors, on considère que c'est de la récupération sportive. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ont bien compris d'aller voir le boss. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Il nous reste les questions un peu particulières sur les Noëls solidaires, par exemple, où certains proposent maintenant, parce que c'est souvent dans l'air du temps, est-ce que vous préférez un cadeau de Noël ou faire don à une association? Ça, c'est la gouvernance du CSE, et pareil, toujours les mêmes critères objectifs. Oui, si le salarié préfère que la somme qui lui est attribuée soit versée à un don pour une association, c'est OK. Tant que tout le monde… Tant que le salarié, c'est lui qui décide. Tant que chaque salarié a eu la même chose. la possibilité d'avoir la même chose. Bon, il y a aussi, alors je crois que vous l'avez, on vous a parlé des braderies CSE, mais je ne pense pas que ce soit pour vous un sujet de redressement. Non, ce n'est pas un sujet. Non. Et là, il y a bon, je vois qu'on va garder quand même un peu de temps. Il y a quelque chose qui sera abordé et que je crois qu'il y a beaucoup de rescrits là-dessus, c'est la notion de secours. Alors, le secours, là où il faut que vous soyez vigilant, c'est vous assurer que vous le faites dans cette optique-là. Le secours, de vous prémunir aussi de ne pas vous retrouver dans des situations qui pourraient être désagréables, où on pourrait redresser si le secours devenait quelque chose de permanent, par exemple. Si ce n'était pas exceptionnel pour une situation particulièrement digne d'intérêt et est écrit dans le guide. Si vous voulez… j'espère que ça ne vous arrive pas si souvent, mais de vraiment réfléchir à ce que vous pouvez faire et si ça vient vraiment dans quelque chose… Ça fait quand même partie du CSE, hein, ce secours.
Moi, je dis, pas évidemment, faites ça assez confidentiel parce que souvent, ces situations de secours, les salariés sont dans des positions vraiment compliquées, mais prenez vos décisions à deux. Peut-être faites-vous assister d'une assistante sociale et surtout gardez si c'est un secours où vous savez que la personne plus tard va pouvoir retomber sur ses pieds, peut-être utiliser le prêt plutôt que de donner l'intégralité de la somme en secours. Voilà, et puis n'hésitez pas peut-être à essayer de prendre un tiers pour en discuter avec lui, pour vous assurer que vous êtes bien dans… Voilà. En fait, pour vous prévaloir de ne pas aller au-delà de ce qui semblerait pour chacun être vraiment un secours. Oui, ou d'être raisonnable, sortir du côté affectif et du côté… Exactement. Parce que souvent, vous les connaissez, vous connaissez les salariés qui font partie de vos entreprises. Donc peut-être un petit pas de côté, un petit regard extérieur, ça peut vous aider à discriminer. Alors, dans les questions qui nous sont posées, on va les prendre dans l'ordre. On va les prendre dans l'ordre, mais on ne les prendra pas toutes, je pense. Parce on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On reviendra vers vous pour leur réponse. Est-ce qu'il y a un délai entre la date de commande et la date de distribution? Est-ce que Noël, c'est 2 mois avant, ou si on fait 3 mois avant et 3 mois après, on reste dans les clous pour la distribution? Donc, quel est le délai acceptable entre la date de commande et la date de distribution? Est-ce qu'il y a des critères de ce type? Il n'y a pas forcément de délai. Ce qu'on va regarder, l'inspecteur, il va regarder le fait que l'événement soit inscrit sur la carte, ce qu'on a dit, le rayon en adéquation avec l'événement, le critère objectif, donc après, et puis que ce ne soit pas fait plusieurs fois par an. Évidemment, si vous commandez pour Noël en janvier, puis en septembre, enfin voilà, il y a un moment donné où ça coincera. Donc, la date de commande ne fait pas partie… la date de distribution. Voilà, c'est vraiment ni la date de distribution. Il y en a qui distribuent en décembre, la semaine de Noël. Il y en a qui distribuent début du mois. Il y en a qui distribuent 1 mois avant en se disant c'est pour les cadeaux de Noël, donc 3 mois avant, les gens ont besoin. Alors, c'est sûr que si c'est 6 mois avant, l'inspecteur, il va se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi on fait au mois de juin un bon cadeau Noël, quoi. Mais à la base, ça ne fait pas partie des critères qu'on regarde parce que souvent… En septembre, ça vous choque moins. Comment ? Un Noël en septembre, ça ne vous choque pas? Pas forcément. S'il n'y a qu'un Noël dans l'année, en fait, voilà. C'est surtout ça qui nous choque. C'est s'il y a plusieurs Noëls dans l'année. Oui. Parce que les grandes surfaces, elles ouvrent le rayon rentrée scolaire. Là, ça a déjà commencé. Au mois de juillet. Vous l'attendiez, la question, donc je vous la pose. Les grandes surfaces ont des délais de mise en rayon des fournitures avec des prix cassés dès juillet, puis ça augmente au moment de la rentrée scolaire et ça disparaît quasiment. Donc, bon. Donc, faire une rentrée scolaire en juin, ça ne me choquerait pas. Voilà, la date de la facture va pas forcément être le critère le plus important. Si tous les critères sont respectés, qu'il n'y a bien qu'une rentrée scolaire par an, qu'un bon d'achat pour Noël, etc., nous, on va vraiment prendre la totalité de l'année, regarder. Mais ça pourrait nous dire, tiens, c'est bizarre en mars de faire la rentrée scolaire. Mais si les critères sont derrière… voilà, ça s'arrêtera là. Ce n'est pas un élément vraiment déterminant pour nous. Ok, merci beaucoup. Vas-y. On a quelqu'un qui nous pose une question. On va vous laisser répondre. Les règles que vous venez de nous mettre en avant ou de expliquer, s'appliquent-elles à tous les CSE de plus de 50 ou les entreprises peuvent les utiliser aussi? Alors, dans les entreprises où de plus de 50 avec CSE obligatoire, l'employeur ne peut pas se substituer au CSE à moins d'avoir un PV de carence. Tout à fait. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut se substituer à l'absence du CSE, mais dans ces cas-là, il y a, par exemple, pour les chèques vacances,
il est obligé de rentrer dans des critères très particuliers qui sont inscrits dans le Code de la sécurité sociale, avec notamment un pourcentage maximum financé par rapport au SMIC, par rapport aux enfants, etc. Et attention, il y a de la CSG due sur ces bons, sur ces chèques vacances. D'accord. Mais hormis cette règle sur les chèques vacances qui effectivement est très particulière pour l'employeur, le reste, l'employeur peut… Sur le bon d'achat, il peut faire la même chose. Mais par contre, là où je dis méfiance, c'est que quand vous êtes dans une entreprise sans CSE, oui. Les critères objectifs sont plus difficiles. Attention, oui. Méfiance, parce que si l'inspecteur se rend compte que le critère objectif, en fait, n'a pour vocation que de rétribuer, par exemple, juste quelques salariés, le redressement sera… Si je n'ai pas de CSE, j'ai 10 salariés, évidemment, je ne peux pas dire à Noël, je distribue 5 bons cadeaux à 5 salariés. Il faut vraiment que je retrouve cette notion de collectivité où finalement, si j'ai 10 salariés, mes 10 salariés ont droit à leur chèque cadeau à Noël du même montant pour tout le monde. Exactement. Ok. On a quelqu'un qui nous demande si le montant alloué aux salariés peut être différent en fonction de leur temps de travail. Un salarié qui va travailler 10 heures, est-ce qu'il peut avoir moins qu'un salarié qui a 35 heures? Bon, je préfère que vous l'ayez. Ni l'ancienneté. Ni le temps de travail, ni l'ancienneté, ni le contrat. Ni le contrat. Parce qu'on a parfois des CDD, des CDI, ils veulent faire des critères. Donc ça, ce sont totalement discriminatoires. On est d'accord. On est bien d'accord, mais c'est beaucoup mieux le contrat, la durée du travail, des choses comme ça. Voilà, c'est totalement interdit. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore quand il y a… Il y a des réponses qu'on connaît et qui sont dans le guide, alors on ne va pas le reprendre. D'accord. Alors, est-ce qu'une attestation sur l'honneur suffit à justifier des enfants à charge? Non. Non. Voilà. En fait, une attestation sur l'honneur, non, il faut à minima un livret de famille, un acte de naissance, enfin, un minima. On est d'accord. Non, mais c'est toujours mieux quand c'est vous qui le dites. Okay. Mais après, par contre, il peut attester sur l'honneur, vivre maritalement avec telle personne et que le CSE décide de dire, bon, en fait, même les concubins, c'est OK pour l'intégralité du foyer. Mais ça, il faut que ce soit valable pour l'ensemble des salariés. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui peuvent être mises en place pour les enfants en situation de handicap? Oui. À l'occasion de la rentrée scolaire. Oui, elle est pour d'autres. Oui, c'est un critère objectif. Le handicap est un critère objectif. Mais il faut qu'il soit reconnu handicapé. Ah bah oui, mais là, ça serait très facile. Tous les parents d'enfants handicapés ont leur attestation de la maison du handicap. La MDPH. La MDPH. Malheureusement, besoin pour tout. Ils ont tous l'attestation MDPH parce qu'ils s'en servent tous les 3 matins. Oui, mais et donc effectivement les dispositions complémentaires qui peuvent être mises en place, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples sur pour les enfants handicapés par exemple? Je sais que moi j'avais accepté par exemple un secours où ils avaient remplacé son fauteuil roulant et la CEPA ne prenait pas en charge la totalité. J'avais accepté dans le cadre d'un contrôle que le CSE participe par exemple au remplacement et j'avais considéré que c'était du secours puisque on était dans une situation inhabituelle, assez particulière. Et c'était… Pour les enfants handicapés, ce qu'on appelle les multidis, la NDPH les reconnaît. Et ce qui coûte très très cher, c'est l'ordinateur spécifique qu'il leur faut avec un casque. Le Bon Culture est là pour ça, pour le coup. Oui, voilà. Le Bon Culture ou après vous avez aussi sur les aides de soutien à la famille, vous pouvez les CSE peuvent flécher que par exemple le soutien scolaire il n'est que à destination des enfants qui auraient ces troubles. Enfin je sais pas. Ça peut être
En fait, il y a une question de gouvernance, mais il faut que n'importe quel salarié qui arriverait dans l'entreprise, qui aurait la même situation, ce soit Ah bah, tous traités de la même façon. C'est vraiment ça qui est important. Ok. Ça en a eu, quelque chose qui est annexe à une réponse. Si le justificatif de vacances concerne une location pour plusieurs personnes, que prend-on en compte? Le montant total de la facture ou uniquement le montant qui concernerait le salarié? C'est-à-dire que si vous avez une facture de location d'un appartement Airbnb et que vous avez des gens avec vous, comment le savoir? Si la facture doit être au nom du salarié. Après, on ne sait pas. Même si on ne sait pas qui est dedans. On ne va pas savoir qui est dedans. On n'a pas à savoir qui est dedans. Il passe ses vacances. Non, je pose la question jusqu'au bout. Ça, là, pour le coup, on rentre dans des considérations. Là, pour le coup, c'est comptable. Oui. La facture est à quel niveau? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? J'ai traité, je crois. Alors, ce que l'on retient pour le moment, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est qu'on peut vous saisir toujours, si on avait un doute complémentaire à toutes ces réponses qui sont très intéressantes, via un rescrit. Et certains d'entre nous sont, dirons-nous, malgré que dans les textes, il y a un délai de réponse qui soit obligatoire, vos effectifs ne répondent pas toujours dans le délai, dans les 2 ou 3 mois. Donc, est-ce qu'il y a un moyen d'être un modèle de rescrit bien précis auquel on peut se référer et qui vous simplifierait la tâche les rescrits sont publiés, donc si votre question est similaire à celle d'une autre entreprise, vous pouvez vous servir de la réponse qui a été après, elle ne sera pas opposable à l'URSSAF, mais vous pouvez vous appuyer sur la réponse qui a été faite. Aujourd'hui, dans le BOSS, les rescrits sont publiés sur le BOSS aujourd'hui. Donc, toujours faire attention finalement à ce qui est décrit dans le rescrit de la situation. Attention à ne pas faire de parallèle trop vite, parce que des fois, on pense qu'on est dans la même situation et ce n'est pas exactement la même situation. Donc ça, c'est un petit peu la limite du rescrit. Voilà, quand on en lit, il faut bien regarder quelle est la situation. Est-ce que je suis à situation totalement équivalente? Et si j'ai encore un doute, effectivement, ou que je ne retrouve pas dans la plupart des rescrits, finalement, mon interrogation, ma question, dans ces cas-là, la poser. Et c'est vrai que, oui, on a beaucoup de demandes et parfois, et bien souvent, on met plus de 3 mois. Mais voilà, ce qui est important, c'est que finalement, on attend un petit peu et puis le rescrit, on ne va pas en faire tout le temps. Donc, voilà, ça reste quand même une sécurisation d'une pratique que vous mettez en place qui me paraît importante, surtout si c'est pour une prestation d'un montant assez conséquent. Voilà, n'hésitez quand même pas à utiliser, bien qu'elle soit un peu longue, cette procédure. Ok, merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur le budget de fonctionnement et l'utilisation qui en est faite. Est-ce que par rapport à ça, que ce soit effectivement, j'ai eu des questions sur ce qu'on disait sur le paiement des plateformes par le budget de fonctionnement. Je vois quelqu'un qui demande si il y a des limites sur les frais de restauration, parce que certains CSE utilisent 70% de leur budget de fonctionnement pour des frais de restauration. Donc effectivement, quand vous disiez tout à l'heure, nous on regarde globalement les dépenses du CSE, qu'elles soient au niveau des activités sociales ou au niveau du fonctionnement. Peut-être qu'effectivement, la question qui peut en découler, c'est si vous observez effectivement une utilisation du budget de fonctionnement qui ne correspond pas à l'utilisation qui devrait en être faite, quels sont, comment ça se matérialise pendant vos contrôles? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que, voilà, quelles en sont les conséquences? Alors, on va regarder toutes les dépenses et finalement, notre critère, ça va être de se dire les dépenses qui sont enregistrées sur le budget de fonctionnement donnent lieu à un avantage pour ou pas aux salariés ou à l'élu. Quelle est la nature de la dépense?
si elle ne répondait pas à un critère d'activité sociale collectif ou de remboursement de frais qui n'était pas justifié, oui, il y a un risque de redressement. Comme je dirais, là, on est presque comme tout employeur finalement vis-à-vis de ses salariés. On ne peut pas faire n'importe quoi et du coup, voilà, c'est important qu'ils soient vigilants sur le budget de fonctionnement. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le budget de fonctionnement, qu'on n'ait pas des faux frais, des choses comme ça. Donc oui, on va regarder tous ces éléments-là. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On est arrivé au terme de notre webinaire, puisqu'il est 10h31. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais globalement, on a couvert beaucoup des questions qui ont été posées avec des sujets qui se regroupaient. Tu voulais ajouter quelque chose, Claudia? Non, c'était informer pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y a une question qui est posée, mais la réponse est dans le live, là. C'est le replay qui sera disponible à l'ensemble des participants par mail sur le site de l'Ordre. Donc, votre parole et notre animation seront diffusées auprès de la profession et je pense qu'ils seront, dirons-nous, satisfaits de certaines questions. S'il y en a d'autres, on se permettra de revenir vous voir. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup à vous surtout. Au travail qui a été fait et de l'excellence de nos rapports et des contacts que nous avons eus. Bravo. Ouais, et de votre disponibilité, parce qu'elle a été effectivement optimale et on vous en remercie. Voilà. Merci. Merci à vous trois. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.